assez rapidement. Donc j'ai dit pourquoi? Parce que je le considère comme dangereux, parce que le défi que la France doit relever est important, et que cet homme, à mon avis, joue le rôle historique de la diversion. Vous estimez que je contamine le débat public. C'est-à-dire que je suis comme un virus qui contamine. C'est votre conception de la démocratie, mais ça ne m'étonne pas parce que dans votre camp, depuis 2 siècles, on ne débat pas, on guillotine. Pourquoi avoir accepté de débattre ce soir avec Jean-Luc Mélenchon? D'abord parce que je pense que le débat, c'est la démocratie. C'est même la façon d'expurger les violences, la fameuse catharsis. Donc moi, je suis pour le débat. Je pense que c'est comme ça qu'on confronte les idées, qu'on fasse entrechoquer même les idées. La démocratie, c'est ça, même des idées choquantes, qui doivent s'affronter, qui doivent se confronter. Et puis, pourquoi j'ai accepté ce débat avec Jean-Luc Mélenchon? C'est une autre question, parce que moi, j'ai débattu avec beaucoup de gens et je proposais même beaucoup de débats. Beaucoup refusent. Par exemple, récemment, une de vos chaînes concurrentes a proposé à M. Barnier de débattre avec moi, qui a refusé, ou à M. Bertrand, ou à Mme Le Pen, tous refusent. Jean-Luc Mélenchon, lui, accepte. Je pense que ce n'est pas un hasard. J'avais réclamé ce débat avec Jean-Luc Mélenchon parce que je pense que lui, comme moi, nous sommes des gens qui aimons l'histoire, qui la connaissons, qui plaçons le débat politique sur la perspective de l'histoire, qui voyons qu'effectivement cette échéance présidentielle n'est pas comme les autres, parce qu'il en va du destin de la France et de l'avenir de la France, beaucoup plus que d'habitude. C'est pas un enjeu de société, moi je pense que c'est un enjeu de civilisation. Nous sommes au point de bascule, et apparemment... Et Jean-Luc Mélenchon le pense aussi. Simplement, moi, je crains, et lui se félicite de cette bascule démographique et civilisationnelle. Donc, pourrons au moins en débattre. On va évidemment parler ce soir. Jean-Luc Mélenchon, pourquoi avoir accepté ce débat et même, j'irai plus loin, l'avoir provoqué? Oui, j'ai souhaité ce débat parce qu'on est à 7 mois d'une élection présidentielle. Je suis candidat. Et les occasions de convaincre doivent être toutes saisies, en particulier lorsque le pays, progressivement, est contaminé par les idées, les perspectives absolument incroyables que développe un homme qui est devenu, dorénavant, le mentor, le penseur de toute la droite et de la droite extrême. Alors, Monsieur Zemmour, bien sûr, je crois que, comme moi, vous ne voudrez pas que ce soir, ce soit un match. Ni guerre de coq, ni perfidie mondaine. Ce doit être une confrontation et un moment de responsabilité, pour vous, pour moi, pour ceux qui nous écoutent. D'autant que, prenons bien la mesure de ce qui va arriver. La France entre dans sa plus terrible crise sociale et financière depuis des décennies. Et comme avec 8 millions de personnes à l'aide alimentaire, 10 millions de pauvres, 6 millions de chômeurs. Seuls les fous croient qu'une situation comme celle-là peut perdurer sans chaos. Ensuite, elle va affronter, comme toute l'humanité, le plus grand défi de la civilisation humaine, qui est le changement climatique. Et devant ces 2 immenses défis, à quoi perd-on son temps à discuter des folies de M. Zemmour, lequel a décidé d'expulser 5 millions de Français musulmans de ce pays? Pourquoi pas 10 pendant que vous y êtes? Parce qu'ils sont 5 et que ce sont des Français. Ah oui, donc vous voyez que vous dites n'importe quoi, vous commencez très mal. Woodpecker, vous ne parlez pas en même temps que moi. Je ne parle pas en même temps que vous, mais là vous dites des énormités, donc je vous interromps. Non, ce n'est pas une énormité, c'est la situation telle que vous l'avez dit, c'est vous qui avez parlé de réimmigration. Pas du tout. À mes yeux... Ah, vous avez changé d'avis? Non, j'ai pas changé d'avis. Je vais vous dire formidable. ce que je... Alors donc, pourquoi vous faites déjà le perroquet de ce que je dis? J'ai rien dit encore. Donc ne me prêtez pas des choses que je n'ai pas dites. Laissez-moi parler. Ce sera l'objet de notre première grande question. Juste sur le principe de ce débat, pour préciser les choses. Ouais. Ça a été loin de faire l'unanimité dans votre camp, le fait de venir ce soir face à Éric Zemmour. Et alors? Je vous pose la question. Vous posez quelle question? Est-ce que vous comprenez, que ça a pu émouvoir dans votre camp? Il y a quelqu'un qui domine une scène intellectuelle et qui aujourd'hui a largement contaminé tout le champ politique, de M. Macron qui l'appelle pour lui demander des conseils sur l'émigration, à Mme Le Pen qui dit le respecter tout en le craignant comme c'est pas possible, et il faudrait rester inerte et regarder ça. Mais moi je vais dire les choses comme je les pense. Vous êtes en danger. À mes yeux, vous êtes en danger pour notre pays. Vous avez une vision rabougrie de la France, vous êtes un raciste, vous avez été condamné pour ça, vous êtes un homme qui professait une vision de la virilité extrêmement curieuse, extrêmement violente, c'est vous qui écrivez que les femmes sont le butin des hommes, vous avez sur les femmes une vision absolument inouïe,
Vous avez, oui, vous pensez qu'elles ont un cerveau archaïque et qui n'est pas capable de formuler des abstractions. Oh là là. Vous On ira manifestez Jean-Luc une haine Mélenchon, anti-musulmane. on ira Pardon, dans le je fond vais tout à l'heure. terminer. Là, au Oui, moins- vous faites le débat avant le débat. Là. Ah oui, exactement. Et C'est surtout, ça. Je et surtout dis, c'est vous pas m'avez un demandé débat. pourquoi je veux m'affronter Et surtout, à vous dites monsieur- n'importe quoi, mais à c'est pas monsieur grave. Zemmour. Vous dites que c'est Je vous un dis danger, pourquoi. Jean-Luc Donc, Mélenchon. si vous m'interrompez, alors vous êtes combien? 3 à m'interrompre. Laissez-moi terminer, vous verrez, ça sera fini assez rapidement. Donc j'ai dit pourquoi? Parce que je le considère comme dangereux, parce que le défi que la France doit relever est important, et que cet homme, à mon avis, joue le rôle historique de la diversion. Il est là pour nous parler de fantasmes, pendant que des problèmes d'une immensité sans précédent viennent au-devant de la patrie. Ce qui surprend, c'est que vous dites que c'est un danger, mais vous avez été amis un moment ensemble. C'est ce qui a surpris aussi beaucoup de téléspectateurs. Il est relaté que vous étiez aux 50 ans d'Éric Zemmour. Il s'est passé quoi depuis? D'abord, nous n'étions pas amis. Il travaillait pour Le Figaro. Je respectais son intelligence. C'était à l'époque un souverainiste assez classique de droite et qui était très connaisseur du mouvement ouvrier. Puis je l'ai vu se radicaliser. Et honnêtement, la première fois que j'ai vu son livre Le Premier siècle, j'ai cru que c'était un canular. Qu'il avait fait ça pour, en quelque sorte, enclencher une discussion drôle. Non, ce n'était pas le cas. Quand je l'ai entendu parler de réémigration, je n'en revenais pas. Si bien que, comme beaucoup, lui a rompu avec M. Segarra, avec des tas d'autres gens. Moi-même, j'ai mis cet homme à distance parce que je n'ai rien à voir avec tout ça. Et je ne veux pas qu'on dise que, en définitive, les idées seraient une apparence, que nous nous combattrions pour la forme. Les idées sont sérieuses. Notre position est totale. Et vous ne devez pas transformer ça en une sorte de jeu. C'est une affaire de conviction qui est en cause. De conviction très profonde qui engage l'identité de notre pays et notre capacité à vivre tous ensemble. On entre dans le débat. Alors, Monsieur Mélenchon, je suis tout à fait d'accord avec la dernière phrase de votre péroraison. Non, Les idées sont sérieuses, vous avez raison. Les idées sont sérieuses car elles engagent la vie de notre nation. J'ai très bien écouté ce que vous venez de dire et votre registre sémantique est intéressant. Vous estimez que je contamine le débat public. C'est-à-dire que je suis comme un virus qui contamine. C'est votre conception de la démocratie, mais ça ne m'étonne pas parce que dans votre camp, depuis 2 siècles, on ne débat pas, on guillotine. On n'invective pas, on ostracise et on met dans des camps de rééducation, quand c'est pas dans des asiles psychiatriques. Donc évidemment, vous avez une conception de la démocratie qui n'est pas la mienne, ça c'est sûr. Maintenant... Vous croyez réellement ce que vous dites là? Ah oui, je crois réellement que vous dites, vous avez été trotskiste. Je vous rappelle les textes de Trotsky. Je vous rappelle qu'il a massacré les marins de Kronstadt. Je vous rappelle que vous avez été communiste et vous avez été socialiste. Et si vous voulez, que vous n'avez jamais dénoncé les crimes de l'URSS, les dizaines de milliers de morts de Staline dans des camps de la Colima, que vous n'avez jamais dénoncé les centaines de milliers de morts de la Chine de Mao Tse-tung. Alors s'il vous plaît, ne me faites pas le coup du grand démocrate qui s'émeut de la contamination de mes idées. Deuxièmement, je vous rappelle simplement que il y a effectivement un enjeu majeur. Mais chacun choisit son enjeu majeur. Vous m'estimez que c'est la crise sociale qui arrive, et effectivement elle est grave. Vous estimez que c'est l'enjeu climatique, on en reparlera dans la deuxième partie si j'ai bien compris. Mais il faut qu'on entame la première déjà. Eh bien justement je l'entame. Attendez, C'est on va l'entamer tous ensemble si vous le voulez bien. À nous d'entamer les parties. Je vous signale que... Bon. Alors, qu'est-ce que je fais? On entame la première partie. Je vous en prie. Éric Zemmour, on entame cette première partie. Première grande question ce soir, la France est-elle en danger? Question qui vous divise là aussi profondément. Pour vous, Éric Zemmour, la France est même en danger de mort, c'est votre expression, à cause d'un sujet qui est omniprésent dans votre discours, qui vous obsède. C'est l'immigration. On s'est dit qu'on allait commencer par là, histoire d'avoir du temps ensuite pour aborder tous les autres sujets importants. La France, Éric Zemmour, a-t-elle tout fait pour intégrer les populations immigrées qui sont arrivées ici ces 60 dernières années? Si vous me permettrez, je ne répondrai pas à votre question. Ça m'arrange pas. Mais je m'en moque. Parce que votre ça démarre bien pour un débat. votre question, oui, mais d'abord je suis là pour débattre avec Mélenchon, pas pour répondre à vos questions. Et deuxièmement, votre question est mal posée. Vous voyez qu'il y a plus désagréable que moi. Absolument. Votre question est mal posée parce que vous sous-entendez que la France est en faute. Dès le départ de votre question, vous nous dites « la France n'a pas bien intégré ». Ah non, je vous ai posé une question. Est-ce qu'elle a bien intégré? Tout fait? C'est pas le sujet. D'abord, moi, je suis contre l'intégration, je suis pour l'assimilation. Et deuxièmement, ce n'est pas la France qui a fauté. Et si elle a fauté, ce sont les gens comme M. Mélenchon et les élites françaises qui, depuis 40 ans, ont fait la folie, je dis bien la folie criminelle, de faire venir, de laisser venir des millions et des millions d'immigrés venus d'une civilisation arabo-musulmane qui est hostile à la civilisation chrétienne dont nous sommes issus depuis 1000 ans.
Ça, c'est la première chose. Vous vous la Qui repas part- en chrétien? Comment? Vous vous la repas en défenseur du christianisme? Si vous voulez, la civilisation, ce n'est pas une religion. Même si, comme dit Malraux, qu'est-ce qu'une civilisation? C'est ce qui s'agrège à une Ouais, religion. mais alors vous défendez Samuel Huntington et son texte, Ah. et lui il dit que ça, que toutes les civilisations reposent sur une Mais il a religion. tout à fait raison. Malraux dit la même chose. Alors Je faudrait vous savoir. répète. Vous venez de dire à l'instant le contraire. Vous m'avez dit, vous me voyez baptisé en chrétien. Je ne suis pas chrétien. Simplement, je défends la civilisation chrétienne. Parce que c'est la civilisation qui nous a fait, vous et moi, monsieur Non, Mélenchon. non, ça n'existe Si pas. vous et moi, même quand vous vous révoltez contre l'Église, vous êtes profondément enracinés dans la tradition chrétienne. Mais bon, c'est pas grave, vous ne voulez pas le comprendre. Je ne vous convaincrai pas de ça. Maintenant, je voudrais continuer. Sur le christianisme, j'ai mes idées. J'ai pas Ben besoin oui, de vous, je sais, mais on va en parler si vous voulez, ça ne me dérange pas du tout. Donc, si vous voulez, nous avons fait venir des millions et des millions de gens qui venaient d'une Oui, vous avez civilisation dit que c'est moi qui étrangère. vous avez fait venir. Pas vous. J'ai Ah dit bon vous et les élites françaises depuis 40 ans. Mais non, le regroupement 50 ans, familial le qui regroupement déclenche je familial. ne sais quelle histoire chez vous, c'est M. Giscard d'Estaing Ah, qui mais l'a j'ai fait. dit Les millions de gens qui sont venus, c'est les patrons qui les ont fait Est-ce que- venir non, pour non, non, concurrencer monsieur les Mélenchon, ne travailleurs en commencez pas France, avec pour votre discours. reconstruire le pays. Les patrons, c'était dans les années 60-70. Et ils ont eu grand tort. Ils auraient mieux fait de mettre des machines qui auraient modernisé l'économie française, comme au Japon. Mais les patrons, c'est fini depuis longtemps. Ou alors, si vous voulez, il y a une politique qui est bien plus large et une facilité qui est bien plus large. C'est-à-dire que nous avons, en vérité, donné les droits de régler la politique d'immigration de la France aux immigrés. C'est-à-dire que nous avons accumulé des droits pour eux et ce sont eux qui choisissent qui vient, qui ne vient pas. Ce sont eux qui choisissent qui vient, le fils, la fille, la mère, le père, le cousin, la femme, etc. Eh oui, etc. ce sont des êtres humains qui ont des familles. Oui, monsieur Mélenchon, ce sont Vous des voulez êtres que les humains gens qui ont des vivent sans familles. leur famille? Non, non, monsieur Ils se Mélenchon. contentent de travailler Non. et de pâtir. Non, monsieur Mélenchon. D'abord, vous savez, vous partez un peu dans tous les sens. Vous me laissez Non, pas c'est vous finir. qui partez dans tous Non, les non, sens, non, non, parce non. que ce que vous racontez n'est pas vrai. Le Monsieur père, la mère, Mélenchon, la Vous femme. pourrez savez- répondre, Jean-Luc vous savez- Vincent. vous Éric savez- Zemmour, allez-y. Puisque vous parlez de travail, est-ce que vous connaissez les chiffres de l'immigration légale depuis plusieurs années? Nous avons 275 000 en 2019, 275 000 entrées légales qui se décomposent en regroupement familial, immigration familiale, étudiants. Vous savez combien là-dedans viennent pour travailler? 14% sur ces 277 000. Et puis nous avons le droit d'asile. Le droit d'asile qui est submergé. Nous sommes, l'année, je crois en 2019, à 170 000. Vous allez me dire, ils sont déboutés à 80%. Sauf qu'ils ne partent pas. Nous expulsons que 10%. Donc vous pouvez rajouter à peu près 150 000 à nommer 275 000. Et plus un stock de mineurs isolés qui ne sont ni mineurs ni isolés pour la plupart et qui doit monter à 20 000 par an. Tout ça, ça vous fait à peu près 400 000 immigrés légaux. Je dis bien légaux. Je ne parle même pas des clandestins qu'on a évalué entre 400 000 et 800 000. Je n'en parle même pas. Comment? Vous? Non, pas moi. Monsieur Stefanini dans son livre. D'accord. Monsieur Stefanini, qui est une référence intellectuelle pour vous. Non, pour la politique d'immigration, oui. Il connaît ses chiffres. Il a fait ça depuis 30 ans. Maintenant, je repoins à mes légaux. Ça vous fait plus que la ville de Nice tous les ans. C'est-à-dire qu'au bout du mandat d'Emmanuel Macron, il y aura 2 millions d'immigrés légaux qui seront rentrés. Ça fait à peu près la ville de Paris tous les 5 ans. Pour vous donner une idée, parce qu'il faut bien comprendre, et c'est pour ça que je vous ai repris, la France, on nous a menti depuis 40 ans sur l'immigration. On nous a dit que la France avait toujours été un pays d'immigration. C'est faux. La France, entre le 9e siècle, après les grandes invasions, jusqu'au 19e siècle, a été une population très stable. À partir des années 1860, à cause de l'industrialisation sous Napoléon III, on commence à avoir des immigrés. Mais ils sont belges, ils sont italiens, ils sont espagnols, donc ils sont chrétiens, et ils n'ont pas d'éloignement culturel. Il va falloir que Et Jean-Luc il faut- Mélenchon vous Je vais réponde. passer la parole à monsieur Mélenchon. Mais ils Vous êtes sont... trop bon. Non, non, je vous en prie. Mais vous avez beaucoup parlé au début. Et je n'ai rien dit. Oui, pourquoi pas. Voilà. Et ils sont beaucoup moins nombreux qu'aujourd'hui. Je vous donne un seul exemple. Monsieur Milza, j'ai eu l'honneur de l'avoir comme professeur quand j'étais à Sciences Po, grand historien, avait fait un livre sur les Italiens, l'immigration italienne. Il disait à l'époque qu'il y avait 3 millions d'Italiens qui étaient venus entre 1870 et 1940. Et il disait, un seul million est resté. Car à l'époque, on renvoyait les délinquants, on renvoyait les chômeurs, on n'avait pas un regroupement familial automatique. Et comme ça, on ne gardait que les gens assimilés. 3 millions en 70 ans. Aujourd'hui,
pour avoir 3 millions de gens qui ne sont pas des Italiens, mais des Maghrébins ou des Africains, on ne met même pas 10 ans. Jean-Luc Mélenchon, que répondez-vous ce soir à Éric Zemmour, notamment sur ces chiffres-là? Oui. Il y a deux sujets. Le sujet, c'est comment la France s'est faite, et le sujet des chiffres. Moi, je ne vais pas me laisser promener d'un chiffre à l'autre que M. Zemmour ressort, parce que ce qu'il vient de dire là, je l'ai entendu sur L'INSEE, plusieurs monsieur plateaux. Mélenchon, l'INSEE. On a donc fait le total. Et on s'est dit, puisqu'il nous dit qu'il y a 400 000 personnes tous les ans, en 10 ans, ça fait 4 millions. Bravo. Comme il y a 200 000 personnes l'équilibre entre les morts et les vivants nés et morts français, on devrait trouver 6 millions de personnes de plus en France, sur les 10 ans. Il n'y en a que 2 millions. Ce qui signifie la chose suivante, c'est qu'une très grande partie des gens qui viennent repartent, notamment le tiers d'entre eux qui sont des étudiants. C'est faux, monsieur. Et ces étudiants, je vais vous dire une chose, je suis content qu'ils viennent apprendre en France et qu'ils créent avec la France un lien intellectuel qui va fortifier dans le temps la relation qu'on a avec leur pays d'origine. Donc je suis pour que la France soit un pays où l'on peut venir étudier, et je dénonce la politique de M. Macron qui a consisté à augmenter les prix d'inscription pour en chasser les gens. La deuxième question qui se pose, donc je considère que l'avalanche de chiffres que donne M. Zemmour pour créer une ambiance de cauchemar en France ne tient pas debout. La deuxième, c'est la nature de la France elle-même. Nous sommes le pays qui pratique depuis le plus longtemps, et le seul en Europe, une forme de créolisation qui est assumée. C'est-à-dire que ce n'est pas autre chose que la création d'une culture commune des gens qui se trouvent au même endroit. Nous sommes le seul pays d'Europe qui dit nous sommes des gallo-romains. Les Espagnols auraient pu dire qu'ils étaient des ibéro-romains. Ils ont donné 3 empereurs et le philosophe Sénèque. Ils n'ont jamais dit ça. Nous aussi. Ce qui signifie que depuis le début, les cultures arrivent et forment quelque chose de commun. Si bien que la France est ce méli-mélo intéressant, unique au monde, singulier, grandiose, qui a permis que des gens très différents fabriquent quelque chose en commun, qui à la fin culmina avec l'idée extraordinaire des droits de l'homme, qui ont donné une révolution qui ne s'est pas faite pour les Français, mais pour l'humanité tout entière. Et là, monsieur Zemmour, vous êtes dans une impasse intellectuelle. La France que vous voyez n'a jamais existé. La grandeur de la France a tenu à ce processus-là. Et ce processus, j'y suis attaché. La créolisation n'est pas un choix. C'est une réalité qui permet de faire le pont entre le différentialisme aigu de gens comme M. Zemmour, qui voit les gens dans des petites cases, les musulmans, les ceci, les cela, et puis un universalisme que moi-même j'ai pratiqué, un peu abstrait, qui ne tient compte d'aucune différence. La créolisation dit, les êtres humains se rassemblent et forment quelque chose en commun. Voilà ce qui m'intéresse dans l'histoire. Et là où vous êtes pris à revers, c'est que ce qui a fécondé la France, c'est cette immense idée de l'être humain qui est créateur de sa propre histoire. C'est l'humanisme, c'est Pic de la Mirandole, c'est la fin du XVe siècle. Mais voyez-vous, avant la fin du XVe siècle, parmi les idées qui ont nourri cette idée extraordinaire, eh bien, il y a une féministe, la première du monde, la première qui écrit, Christine de Pisan, au début du XVe siècle, et qui dit « les femmes sont les égales des hommes ». Ce jour-là, c'est une révolution intellectuelle, parce que ça va contre toutes les évidences. Voilà de quoi la France est l'héritière. Elle fait le pari continuellement de l'humain. Monsieur Zemmour, nous serons nombreux à ne pas vous laisser faire. Vous ne chasserez pas les musulmans. Vous ne les obligerez pas à choisir entre l'islam et la France, pas plus que la génération précédente des hommes comme moi n'a admis qu'on demande aux juifs de choisir entre leur religion et la France, ni aux chrétiens de choisir entre leur religion. La religion est une affaire privée. Ce que nous avons en commun, c'est la cité. Et aujourd'hui, personne ne conteste que la loi de la cité s'impose à tout le monde. Alors il y en a qui la violent. Mais pour autant, personne ne dit « la loi n'existe pas ». Ce n'est pas vrai. Vous mentez, vous faites peur pour rien. Très bien, monsieur Mélenchon. Alors on va y aller carrément. Il vaut mieux. Vous avez abordé les sujets. D'abord, mes chiffres sont tous de l'INSEE. Et vous le savez très bien, c'est pour ça que vous ne pouvez pas les contester. Deuxièmement... Alors où sont les 6 millions de personnes qu'on n'a pas trouvées ? Mais on va parler, on peut continuer avec les chiffres, mais vous avez placé la discussion sur un terrain plus élevé et je vais vous suivre. Il y aura du fact-checking de toute façon juste après. Je n'en doute pas. Vous avez dit... La France est un composé de cultures, de peuples, et vous avez tout à fait raison. Il y a les Gallo-Romains, vous auriez pu dire les Ligures, les Ibères, les Celtes. D'ailleurs... Les Ostrogoths qui sont... Exactement, les Francs, etc. Mais Bainville, d'ailleurs, le dit au début de son histoire de France. La France n'est ni un empire, ni une race, elle est mieux, elle est une nation. Maintenant, vous oubliez, parce que ça vous gêne, que... le premier ciment de ces peuples divers,
fut le catholicisme. Le catholicisme d'un côté, puisque c'est la conversion de Clovis. Le général de Gaulle disait « L'histoire de mon pays commence avec la conversion de Clovis ». Et c'est une sottise. ben bien, voyons. Et l'épée du roi. Après, vous dites, ces cultures se sont rassemblées dans une seule. Et vous appelez ça la créolisation. C'est Édouard Glissant qui appelle ça comme Mais ça. je vais, c'est si vous me permettez, je ne vous ai pas interrompu. Soyez gentil, vous avez fait une longue tirade, je n'ai rien dit, donc laissez-moi tenir mon raisonnement. Encore. Le but, c'est que la parole échange aussi. Voilà. Oui, mais si y en a un qui peut faire une longue tirade et l'autre qui est tout le temps coupé Vous dans en ses avez longues fait tous les tirades, deux. on ne peut pas discuter. Vous en avez fait tous les deux, allez-y. Donc, vous appelez ça créolisation. Moi, excusez-moi, j'appelle ça d'un vieux mot républicain. Ça devrait vous plaire. J'appelle ça l'assimilation. L'assimilation, c'est, comme disait le grand historien Brodel, ce qui a permis l'intégration sans douleur. L'assimilation, ça veut dire faire sienne l'histoire de France, la culture française, les mœurs françaises. Ça veut dire devenir français, s'habiller comme les Français, donner un prénom français à ses enfants. Ça, monsieur Mélenchon, c'est s'assimiler. Créoliser, je ne sais pas ce que ça veut dire en vérité. J'ai regardé, parce que maintenant vous avez mis en vedette Édouard Glissant. En fait, c'est une espèce de chimère pseudo-poétique pour vanter une fois de plus la mondialisation et ses grands mérites. En vérité, votre Édouard Glissant, c'est un Alain Minc martiniquais. La créolisation, ce n'est que le nouveau mot que vous avez trouvé pour parler de multiculturalisme, de droit à la différence. En fait, vous vous êtes converti à l'idéologie que vous combattiez dans les années 80. Et maintenant, quand vous parlez de l'islam, et vous nous dites, la religion, c'est dans le privé. Et la politique, c'est la loi de la cité. Vous nous la baillez belle, monsieur Mélenchon. Parce que justement, ce que vous venez de dire, c'est la France, c'est la République et c'est la laïcité. Et c'est exactement le contraire de l'islam. L'islam est une religion politique par essence. L'islam ne s'occupe pas de l'intériorité des fidèles, mais s'occupe des normes sociales et politiques. L'islam est une religion qui est un code civil, qui concurrence le code civil. D'ailleurs, l'islam est tout à fait aux antipodes de la France. Vous le savez très bien, et vous l'aimez, la devise française, c'est liberté, égalité, fraternité. Et ça veut dire quoi, Éric Zemmour? Pas mal trouvé. C'est très bien trouvé. Éric Zemmour, tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon disait votre projet, c'est de chasser tous les musulmans. Vous répondez quoi à ça? Je vais répondre. Vous venez de dire que l'islam n'était pas compatible avec la France. L'islam n'est pas compatible avec la France. Je vais le démontrer. Si vous me laissez parler, vous verrez, je le démontrerai. Liberté, égalité, fraternité. Vous êtes agressif. Hein. Je ne suis pas agressif. Je veux débattre avec vous, pas avec les journalistes. J'ai le droit. Je reprenais le propos de Jean-Luc Mélenchon pour que vous lui répondiez, justement. Mais je vais y répondre, chère mademoiselle. Donc, liberté. Vous avez prévenu, hein? Allons-y. Liberté, égalité, fraternité. L'islam, c'est soumission. Islam veut dire soumission. Égalité. L'islam, c'est une triple inégalité entre les hommes et les femmes, entre les hommes libres et les esclaves, entre les fidèles et les infidèles. Fraternité. L'islam, c'est la fraternité dans l'Oumma, c'est-à-dire la communauté des croyants, la nation islamique. Donc il y a une différence, mais absolument de bloc à bloc, si j'ose dire. Maintenant, si je ne fais pas de différence entre islam et islamisme, parce que pour moi, c'est exactement la même chose, ou plutôt, comme dit le poète kabyle Fered Mehmi, l'islam, c'est l'islamisme au repos et l'islamisme, c'est l'islam en action, je fais une différence entre les musulmans et l'islam. Les musulmans qui peuvent effectivement s'approprier la conception française de la religion, c'est-à-dire ne considérer que leur religion est de l'ordre du privé, ont toute leur place en France. Ils sont des citoyens français comme vous et moi. Éric Zemmour, pardon, vous avez 6 minutes d'avance sur Jean-Luc Mélenchon. J'ai fini. Il faut qu'il vous réponde sur l'islam. J'ai Vous avez 6 minutes d'avance sur lui. En fait, je veux exactement imposer aux religions, à la religion islamique, exactement la même chose que la France a imposé aux juifs. Selon la fameuse formule de Clermont-Tonnerre, tout aux juifs en tant qu'individu, rien en tant que nation. C'est toutes mes idées, c'est tout mon projet. Jean-Luc Mélenchon. Et alors, il faudrait faire 2 ou 3 conférences, là. Alors, On n'en a pas le temps, malheureusement. On n'en a pas le temps, malheureusement. Mais allez-y. Ah, c'est pertinent ce que vous dites là. Oui, mais parfois, je pensais que c'était de l'humour que je faisais, mais je vois que non, vous prenez tout au premier degré. Vous êtes énervés ce soir tous. Mais non. Mais tout va bien. C'est pas la guerre. Hein. Je suis très calme. Tout va bien, tout le monde est calme, Jean-Luc Mais Mélenchon. oui, justement. Bah oui. Alors,
Je veux revenir sur la créolisation pour vous montrer à quel point vous êtes ignorant des réalités qui accompagnent le mouvement des idées. La créolisation, par exemple, vous avez fait une blague assez mauvaise sur l'idée que ça vous suggérait à propos des Martiniquaises, mais les sociétés de l'outre-mer sont des sociétés qui ont été les premières créolisées. Pourquoi ? Parce que les gens qu'on avait déportés là pour l'esclavage venaient de différents endroits de l'Afrique, ne parlaient pas les mêmes langues. Et parfois, les maîtres eux-mêmes ne parlaient pas les mêmes langues. Et les maîtres avaient intérêt à créer une distance absolue entre le blanc, qui était le maître, et le noir, qui était l'esclave. Et la société de tous ces gens a créé une culture commune. La Martinique, la Guadeloupe, la Réunion sont des terres profondément créolisées. Et contrairement à ce que vous dites, et à ce que d'autres ont dit aussi, ça n'a pas créé une addition de communautés. Ce n'est pas vrai. Ça a créé une communauté commune, sous l'empire de la loi, et qui produit une culture commune. Une culture commune. Monsieur Zemmour, ça va peut-être vous fâcher, mais voyez-vous, le plat préféré des Français, c'est le couscous. Ah, ça a été... Vous avez vu, il est passé deuxième. Les Italiens ne sont pas les plus gros mangeurs de pizza d'Europe, c'est nous les Français. Je le prends comme un exemple amusant de ce que signifie l'interpénétration des cultures et la production d'une culture en commun. La créolisation, c'est donc un processus dans lequel personne ne domine l'autre. C'est une création commune. D'ailleurs, ni vous ni moi n'y pouvons rien, ça se fait tout seul. Vous prenez ensuite des termes avec lesquels vous jouez. L'assimilation, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est la créolisation. Et on passe par des étapes. Il y a d'abord l'intégration de ceux qui arrivent. Si elle est réussie, la créolisation va se faire plus vite. C'est-à-dire, si on parle par exemple tous la même langue, si les enfants sont correctement éduqués, si on a pris en charge l'accueil des primos arrivants. La France y gagne. Elle y gagne des jeunes Français qui viennent avec une culture, des idées et plein de choses de cette nature. Ça, c'est le premier point. Et puis, comme ça se fait, à la fin, se produit une intégration qui vaut créolisation. L'assimilation signifierait qu'il y a quelque chose d'invariable, à quoi on devrait ressembler. Eh bien, ça n'existe pas. La seule chose invariable à laquelle il faut adhérer, ce sont les principes de la République tels qu'ils sont nés dans la Révolution que vous n'aimez pas, celle de 1789, dans ce que Goethe avait dit qui ouvre l'ère moderne, la Révolution de 89 et la victoire du peuple souverain. Maintenant, sur l'islam, pardon de vous dire, c'est pas à moi je ne suis pas un théologien, hein, mais vous avez une vision de l'islam qui est assez, presque, il me fait sourire parce que visiblement vous n'y connaissez rien. Ben voyons. Non, vous n'y connaissez rien. Ben voyons. Toutes les religions, et par exemple la Bible, est une religion qui est d'une incroyable prescription sur tout, sur la manière de manger, sur la manière de... Mais je n'ai pas dit le contraire. Et qui donne mais des monsieur Mélenchon, je n'ai pas dit le contraire. Inouïes. Mais je ne dis pas que vous ayez dit le contraire, vous ne vous sentez pas visé. Qui donne des consignes inouïes, par exemple. Vous savez pourquoi le prophète Samuel installe David en face de Saul ? Tout simplement parce que le roi Saul n'a pas fait ce que Dieu lui a ordonné, à savoir un massacre. Donc ne dites pas qu'il y aurait des religions bienveillantes. Le christianisme apporte quelque chose de différent par rapport au premier de ses livres. C'est une idée où on pratique une vertu à l'égard d'autrui. Mais cette vertu est également présente dans l'islam, c'est pas à moi de le dire, mais les religions, c'est pas mon affaire, c'est une affaire privée. Mais monsieur, vous ne savez même pas ce qu'est l'islam maliki. D'un mot encore, Jean-Luc Mélenchon, s'il vous plaît. Tout le Maghreb est dans l'islam maliki, c'est-à-dire la loi qui s'applique, c'est celle du pays. Et vous ne savez même pas que dans l'islam, il y a tout ce courant mutazilite qui a été un des noyaux, à mon avis, un des rameaux qui a permis la fécondation Jean-Luc Mélenchon. de l'humanisme. Pardon, messieurs, qui a été abattu. Non, attendez. Il faut qu'on se mette d'accord. L'islam mutazilite qui a été abattu au 9e siècle. Messieurs, pardon, il faut qu'on se mette d'accord sur une chose. Oui. Il faut qu'on se mette d'accord sur une chose. Vous nous avez dit tous les deux en préparant cette émission qu'on ne passerait pas toute l'émission à parler de ces sujets-là, premièrement, et que les deux parties que nous allons avoir ce soir, la première question, la France est-elle en danger, et ensuite sur la facture sociale, devaient être de durée égale. Si nous n'avançons pas maintenant dans cette première partie, nous sommes là jusqu'à minuit et demi. Je vous propose donc, maintenant que vous avez rattrapé votre retard en partie, Jean-Luc Mélenchon, en partie, je vais vous redonner la parole tout de suite, vous allez voir. Je vous propose qu'on avance pour aborder un autre thème dans cette première grande partie, qui est le thème de l'insécurité. Insécurité qui fait partie évidemment des préoccupations des Français, on le sait tous. C'est vraiment une... Je ne suis pas d'accord. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Parce que je veux terminer ce que je viens de dire. Oui, mais il faut qu'on avance. J'ai 2 minutes. Il faut qu'on avance. Oui, mais il faut qu'on avance. Je vais vous redonner la parole immédiatement, Jean-Luc Mélenchon. Il faut qu'on avance sur l'insécurité. Dans votre programme, sur ce sujet-là, Jean-Luc Mélenchon, vous nous dites pourquoi est-ce que la violence augmente? Parce que notamment la police est mal employée, mal formée, mal commandée, mal équipée. Et qu'il faut revoir cela. Pourquoi dites-vous cela, Jean-Luc Mélenchon? Oui, je vais y venir. Mais d'abord, je finis ce que je disais. Je n'adhère donc d'aucune façon à votre concept
du peuple inassimilable que serait l'Oumma des musulmans. Et je dis la même chose pour toutes les religions. La religion républicaine est respectée par tout le monde, sauf une bande, ici ou là, de gens qui s'y opposent dans la violence. Et la religion républicaine, si j'ose dire avec respect et avec des guillemets, est celle qui nous permet de vivre ensemble, et c'est celle qu'on va construire. Pas en expulsant tel ou tel à cause de sa religion. Maintenant, je viens à l'insécurité. Allons-y. Oui, c'est la deuxième J'ai partie. dit, vous avez bien raison, que je n'adhérais pas à la vision extravagante d'une insécurité cauchemardesque dans le pays. Oui, il y a de l'insécurité. Et je vous annonce qu'il y en aura toujours plus à mesure qu'il y aura toujours plus de misère et plus de désagrégation de l'école publique. Par conséquent, la question à se poser, c'est d'abord d'être capable de mesurer. Alors je ne dis pas qu'il n'y ait pas de violence, il y en a. Mais enfin, c'est 0,087% du total des violences physiques. Et les violences, les gens qui meurent du fait de la chaleur, c'est 3,5 fois plus. Les gens qui meurent des accidents du travail, c'est 1,2 fois plus. Autrement dit, les causes d'insécurité sont bien plus amples que celles qui sont décrites. Pour ce qui est de l'insécurité dans la société, alors je dis, ça fait des années que ça dure, qu'on a tous les ans une loi sur la sécurité, tous les ans une loi sur le terrorisme. Personne ne fait jamais aucun bilan. On met du monde, et toujours plus de monde, des faveurs de toutes sortes sur le corps de police, qui est payé bien mieux que les instituteurs et les professeurs de ce pays. Et quel est le résultat? Ça va de plus en plus mal. Par conséquent, ça veut dire non pas que les gens sont coupables, mais que la force est mal employée, mal organisée, et qu'on a réussi, en lui faisant commettre toutes sortes d'excès et de violences, à la couper de la population. Je suis donc pour la dissolution des BAC, qui regroupent 7000 policiers alors qu'il n'y en a que 5000 pour la police judiciaire. Je suis pour la dissolution des braves, qui sont des motos qui circulent avec quelqu'un qui tape sur les gens derrière. C'est une deuxième interdiction. Je ne veux plus des flashballs, des grenades et de la possibilité de tirer dans la figure des gens, parce que 32 personnes éborgnées, ce n'est pas 32 bavures, ce sont des actes délibérés. Je veux une police vraiment républicaine, respectueuse des gens, entraînée, disciplinée, commandée par des gens qui leur fassent respecter les vertus que, par exemple, Pierre Jox avait été capable de faire respecter avec son code de déontologie de la police. Il faut donc former les gens qui ne sont pas formés. Et nous devons cesser d'être une des rares polices d'Europe qui utilisent de telles violences contre la population. Donc la réponse Alors, tant que ça n'est pas réglé, aucun corps, monsieur Zemmour, aucune autorité dans une république n'a de valeur sans le consentement du peuple. Ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas de valeur. Il faut donc gouverner la police, non comme une chose, mais comme un groupe de gens. Et la population est première dans ses droits avant ceux de la police. Monsieur Mélenchon, vous nous donnez des chiffres bizarres, mais nos fact-checkers professionnels le vérifieront. Moi, je vais vous en donner d'autres, si vous me permettez. Dans les années 60, il y avait 15 crimes et délits pour 1000 habitants. Aujourd'hui, il y en a 60 pour 1000 habitants. Il y a 1000 attaques, 1000 agressions par jour en France, dont 130 attaques au couteau. Vous parlez du sentiment d'insécurité et vous dites qu'il y en a plus parce qu'il y a de la misère. Mais c'est, en vérité, votre phrase est honteuse pour les gens pauvres et qui ne sont pas délinquants. Par ailleurs, pardonnez-moi, mais la violence n'est pas le fait de pauvres. On sait d'où elle vient. On sait exactement qui est en prison. On sait qui n'est pas en prison. Non. Il y a eu un rapport en 2020 donné à la police et à la gendarmerie sur la liste des bandes délinquantes. À part les Corses de Marseille, il n'y a pas un nom français. Aujourd'hui... Un nom français? Pas un nom français. Qu'est-ce qu'un nom français? Un nom français, c'est par exemple... Non, un nom français, c'est un nom porté par un Français. Non, monsieur Mélenchon. Non, c'est un nom qui est français depuis 1000 ans, pardonnez-moi. Moi, je n'ai pas un nom au départ français, par exemple. Voilà. Et alors, on vous compte comment si on vous met en prison? Eh bien, on me compte comme un nom qui n'est pas français. Vous voyez? Mais pourtant, vous êtes français. Je suis français, mais c'est pas la même chose. Et il y a beaucoup d'étrangers. Vous savez combien il y a d'étrangers dans les prisons françaises? 25%. Alors qu'ils représentent 10% de la population. Je continue. Je ne sais pas ce que vous continuez, mais ça démontre le contraire de ce que vous dites. Vous êtes en train de dire
que la misère n'a aucun impact sur la délinquance. Non, parce qu'il y a des gens pauvres qui ne sont pas délinquants. Mais bien sûr, encore heureux. Donc, alors, Mais et attends, c'est une heureusement, insulte, parce que sinon et vous c'est une seriez pas insulte là aux gens, non et plus. c'est une insulte aux gens pauvres, et c'est une insulte aux gens pauvres, Je me fais pas comme cette votre comédie, famille là, et ma monsieur. famille. Ça marche pas. Mais ça marche très Si bien, vous monsieur dites que Mélenchon. que la deuxièmement, ils ne violence sont pas sociale n'a pauvres. aucun rapport Laissez-moi avec finir. la pauvreté, c'est que vous vivez ailleurs que dans Pas le du réel. tout, ça n'a aucun rapport avec la pauvreté, je suis désolé. Pour moi, la délinquance que nous vivons n'est pas une délinquance. C'est un djihad. Voilà. C'est une guerre qui nous est menée, une guerre de civilisation, une guerre de pillage, une guerre de vol, une guerre de viol et une guerre de meurtre. Vous n'avez pas honte? Non, j'ai pas honte du tout. Je vais vous dire, dans les métros parisiens, on a fait Allez, une c'est enquête. reparti. 70, etc. Bon. 75% Mais on vous entend d'étrangers. répéter ça surtout. Vous ne Monsieur démontrez pas, Mélenchon, mais vous ne excusez-moi, réfléchissez pas. je sais que vos chiffres vous embêtent, mais c'est comme ça. Non, il me gêne pas du Je tout, continue, monsieur. je non, mais continue. mettons-nous d'accord. Non, mais S'il y a 1000 crimes, je les reconnais, c'est pas le sujet. Mais si, le sujet, c'est Est-ce que vous l'analyse savez des causes oui, et la l'analyse. manière Eh ben alors d'y justement, répondre. alors vous voulez vous que je fasse- répétez comme un Très moulin bien. à parole, c'est les musulmans, Oui, le monsieur. djihad et je sais Oui, pas quoi. Vous n'avez oui. pas honte de parler comme Pas ça? du tout, Il y pas a des du tout. millions de musulmans dans ce pays qui supportent pas. Je vous Et signale ce que sont vous ne des me laissez Français pas comme parler, vous et moi. monsieur Mélenchon. Mais je vais vous dire, il y a heureusement des millions de musulmans qui ne sont pas délinquants. Et il y a heureusement des millions de musulmans qui ne sont pas terroristes. Seulement, tous les terroristes sont musulmans. Et Alors, celle-là, elle est beaucoup... pas mal aussi. Oui, Ben mais vous oui, elle aviez est pas dit que mal, vous mais elle est respectiez vraie. ça. Vous l'avez Elle est dit vraie. ou pas? Comment? Vous n'avez pas dit que vous respectiez Non. les djihadistes? J'ai dit... Si, on vous a posé la question sur Oui, Nice. j'ai dit... Ne me coupez pas, ne faites pas comme les imbéciles qui ne savent pas lire une phrase jusqu'au bout. On m'a posé une question et j'ai répondu. Je respecte qui sont les ces gens. imbéciles, Je là respecte les gens qui donnent leur vie pour leur cause parce que je veux mieux les combattre. C'est pour ça que je les respecte. Quand vous avez vu, si vous voulez regarder, écouter, allez regarder ce que disent les gens qui sont arrêtés. Je lisais tout à l'heure un article sur les mineurs isolés. L'un d'entre eux qui est arrêté dit « Nous voulons piller la France ». Regardez ce que dit Abdeslam. Abdeslam, qu'est-ce qu'il dit? Le terroriste du Bataclan. Il dit « Je suis un musulman, j'applique la charia ». Maintenant, vous avez parlé de la police. Et là, je trouve absolument scandaleux ce que vous dites et je vais vous dire pourquoi. Vous accusez les policiers, en vérité, d'être des pousses au crime, d'être criminogènes, d'être agressifs Non. et d'être racistes. J'ai pas dit ça. Vous avez dit qu'ils sont Il y a mal des formés, racistes vous dans la êtes gentils. police, mais j'ai pas dit que Moi, la je vais vous police dire, était le raciste. quotidien des policiers, ils sont agressés, on leur tend des guet-apens en permanence, ils sont insultés, on leur jette des cocktails Molotov dans leur voiture pour les brûler comme des poulets. Je ne sais pas si vous avez vu Bac Nord, le film Bac Nord, et vous voyez la réalité de la police aujourd'hui, avec dans les cités. Vous voyez qu'ils ne peuvent pas rentrer parce que leur hiérarchie leur interdit. Vous voyez qu'ils ne peuvent pas, ils sont moins armés que les caïds de la drogue qui les méprisent. Et vous dites que ce sont les policiers qui sont dangereux, il faut qu'ils soient en phase avec la population. Mais monsieur Mélenchon, ils sont en phase avec la population. Ah ben, faudrait savoir. Ils ne sont pas en phase avec la population des quartiers islamisés. Mais ils sont en phase avec le reste de la population française. La population française les aime. Évidemment, dans les quartiers islamisés dominés par les caïds de la drogue, qui sont comme des concessions étrangères. Vous savez, au temps de la Chine, on avait des concessions. Oui. Ce sont des concessions étrangères. Là, évidemment, les policiers ne sont pas les bienvenus parce qu'ils sont les représentants de la France. Tout simplement. Et que dans ces contrées, dans ces places fortes étrangères, c'est pas on sérieux, ne veut quoi. pas de la France. Franchement, Jean-Luc je peux Mélenchon. vous répondre là? Mais je vous aurez la patience de m'écouter. Écoutez-moi. Mais je fais que ça. Quand on gouverne, on doit partir des réalités concrètes Justement, c'est ce que je fais. pour tâcher d'y répondre. C'est ce que je fais. Bon. Si vous commencez par dire que le problème de ce pays, c'est qu'il y a, je ne sais pas quel djihad, islamisation, et que c'est à cause de ça qu'on est pillé, massacré, violé, etc., vous réglerez aucun problème. Parce que le problème du vol, du pillage, etc., ce n'est pas l'islam. C'est une série d'autres causes que les sociologues, que vous avez peut-être lus, à part lire les statistiques qui vous font peur parce que vous aimez le cauchemar, bon, que les sociologues ont analysé de longue main. Moi, je n'ai jamais dit que la police était responsable de la situation. Je ne dis pas ça. Je dis que, puisque nous sommes en totale inefficacité, il faut donc revoir le dispositif. Que nous ne manquons pas de moyens, qu'on ne cesse continuellement de voter des lois. Jamais on n'en a fait le bilan. Pourquoi ça ne marche pas? Je suis partisan d'une police de proximité. Je suis partisan du fait que les policiers soient mieux formés. Je suis partisan du fait qu'on casse la racine même du caïda, c'est-à-dire le trafic d'armes, le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains. Ça ne se règle pas dans les quartiers, tout ça, monsieur. Ah bon? Oui.
Il y a 6 millions d'armes qui circulent dans ce pays. Qui les fait circuler? Qui paye? Qui transforme l'argent sale en argent propre? Ça, c'est du problème du judiciaire, d'une police judiciaire efficace. Pas d'envoyer des policiers passer, selon un rapport qui a été fait récemment, 50% de leur temps à vérifier si les gens qu'ils contrôlent ont du shit ou pas dans leur poche. Tout ça, c'est du temps perdu, c'est du gaspillage. Ce n'est pas par ce bout-là qu'il faut prendre le travail de la police. Alors commencez par éviter la démagogie qui consiste à dire que quand on critique la manière dont est organisé un service, on rend coupable les gens de la situation. Je n'ai jamais dit que la police était raciste, mais oui, je dis qu'il y a des racistes dans la police et leur présence est insupportable. Comme elle serait dans n'importe quel autre métier. Monsieur Zemmour, vous ne réglerez rien. Vous poussez les gens à l'affrontement, à la guerre civile, ça n'a aucun sens. Vous êtes tellement provocateur que vous avez été jusqu'à provoquer les gens sur leur prénom parce qu'ils portaient le prénom du prophète. Mais vraiment, quelle honte. C'est pas une Mais provocation. vous n'avez pas honte de parler comme ça. Monsieur Mélenchon, on peut vous répondre? Oui, vous me dites je pousse à la guerre civile. Prenez pas votre tête de victime. Hein. Ah, mais je ne prends pas une tête de victime. Vous me dites je pousse à la guerre civile. J'ai toujours une minute de retard sur vous. Hein. Comment? Oui, et en plus, il faut qu'on change de thème après. Je dis ça au passage. Vous répondrez, après on enchaîne. Comment vous appelez un pays où la tête d'un professeur roule dans la rue? Moi, j'appelle ça un pays en guerre civile. Comment vous appelez un pays où on tue une pauvre policière, on l'égorge, mais on n'ose pas dire qu'on l'égorge? Moi, j'appelle ça la guerre civile. La guerre civile, c'est commence petit à petit et ça monte. Vous savez, les Algériens qui ont bien connu la guerre civile nous le racontent. Boualem Sansal me l'a raconté 10 fois. Ça commence comme ça, tout doucement, exactement comme nous aujourd'hui. Il est très inquiet, Boualem Sansal, parce qu'il voit exactement ce qui est arrivé dans son pays et qui arrive chez nous. Donc ne croyez pas que c'est moi qui pousse à la guerre civile et qui désire la guerre civile. Au contraire, je pense que nous éviterons la guerre civile que si nous prenons des mesures drastiques, par exemple expulsion des étrangers des prisons, par exemple déchéance de nationalité de tous les binationaux qui font des crimes et délits, et pour en plus après les expulser. Vous savez, Monsieur Mélenchon, si la rémigration, c'est fini, vous n'en parlez plus, d'accord? Mais qu'est-ce qu'on appelle remigration? Non mais je ne sais pas ce qu'on appelle remigration. Moi je dis, les gens qui sont français assimilés, ils sont français, quelle que soit leur religion. Qui est assez assimilé à vos yeux ou qui ne l'est pas? Mais c'est pas moi qui décide, vous savez, c'est dans la loi. Souvenez-vous que pour la naturalisation, il y a des critères d'assimilation. Malheureusement, on ne les applique plus. On ne les respecte plus. On naturalise des femmes voilées. Vous disiez vous-même, monsieur Mélenchon, jadis, l'autre Mélenchon, que le voile islamique était une auto-stigmatisation, qu'elle se mettait un stigmate et après elle se plaignait du stigmate. Qu'est devenu ce Mélenchon-là? Mélenchon a trahi Mélenchon. Mélenchon suit des électeurs. Mélenchon essaye de courir après des électeurs parce qu'il a... Voilà. Eh ben oui, où vous vouliez arriver. Mais voilà, je vous le dis. Donc Mélenchon était jadis un républicain strict. Aujourd'hui, il court après les indigénistes et tous les gens autour de vous. Moi, je cours après rien. Moi, je cours après une certaine idée de la France. Vous êtes candidat à une élection, vous fournissez des arguments à toute la droite, vous courez après quoi? Je cours après une idée de la France que je vois en train de disparaître. Qui n'est pas la mienne. Mais monsieur Mélenchon... Mais pas pour les raisons que vous indiquez. Mais ça a été la vôtre. Ça a été la vôtre, mais si, vous étiez un républicain strict, jadis. Moi, je n'ai jamais eu le cœur d'un persécuteur, jamais. Comment? Jamais. J'essaye de comprendre ce qui se passe autour de moi. Mais moi aussi, j'espère de comprendre. Je regarde, je vois... Et moi, j'ai été contre ce qu'on appelait la burqa, le voile. J'étais pour qu'on interdise ça, bien sûr, parce qu'il y a un droit à dévisager. Mais pour autant, je ne suis pas d'accord pour aller faire comme vous le proposez, la police détenue des femmes. Alors un jour, ça sera le foulard, le lendemain, ça sera la longueur des robes. Prenez compte du fait. Mélenchon. Écoutez, vous faites j'ai vécu dans une société où tout le monde portait le foulard, y compris ma mère, ma grand-mère, ma soeur. Tout le monde vivait comme ça. Mais oui. Alors cessez de faire des fixettes comme ça sur la manière avec laquelle les gens se comportent. Mélenchon, ça valait la peine d'essayer de comprendre. Cessez de croire, Monsieur Zemmour, cessez de croire que c'est anodin. La République, ce n'est pas la police de foulard, des cheveux, et d'aller voir si les femmes ont rasé leur crâne et mis des perruques. Monsieur Mélenchon, la République, vous parlez tout le temps de la République. Vous êtes tyran à l'envers. La République. Eux, ils contrôlent que les gens mettent en foulard, vous voulez l'enlever. Messieurs, si vous le voulez bien, on va passer à la partie d'après. C'est comme ça que dans les pays arabes, on a réussi à émanciper les femmes.
Vous parlez tout le temps d'émancipation de la femme, vous me faites des procès énormes. Et puis là, vous défendez le pire Mais symbole où avez-vous de entendu l'asservissement défendre islamique. quelque chose C'est extraordinaire. Si on va jamais y arriver, messieurs, Oh. s'il vous plaît, messieurs, on va jamais y arriver. Sinon, on a plusieurs thèmes à aborder. Si on veut parler du social après, il faut aborder ce dernier de toute façon, terme. c'était prévu, Comment la moi, France je suis- Bah oui, Mais alors bien faut sûr, respecter les règles bien du sûr. jeu et on enchaîne avec cette question. La France est en danger, hein, c'est le titre de cette partie. On se demande aussi si nous sommes face à un risque de déclassement sur la scène internationale. Il y a un exemple dans l'actualité, c'est la crise des sous-marins. Comment vous réagiriez si vous étiez l'un et l'autre président? Est-ce qu'il aurait fallu, par exemple, sortir de l'OTAN, Jean-Luc Mélenchon? Moi, c'est ma position constante. Je pense que nous n'avons rien à faire dans cette alliance militaire, qui d'ailleurs n'a pas de sens. Ça a été créé pour faire face à l'URSS. Il n'y a plus d'URSS, il y a toujours l'OTAN. Ça s'appelle le traité de l'Atlantique Nord et ça mène des guerres dans des endroits où il n'y a pas d'Atlantique ni au nord ni au sud. C'est le cas de l'Afghanistan et combien d'autres. Je suis donc pour que la France récupère intégralement, totalement son indépendance et pour qu'elle soit à l'initiative d'autres alliances. La puissance de la France tient à la fois à sa capacité à se défendre par elle-même, avec ses propres moyens, mais ce n'est pas ça l'essentiel de la puissance. L'essentiel de la puissance, c'est l'autorité morale, scientifique, culturelle que notre pays peut avoir. C'est à ça que je crois. Les Français ont tout en main pour y parvenir. Nous sommes le 2e territoire maritime du monde. Nous avons donc une opportunité extraordinaire d'associer tous ceux qui le veulent avec nous à l'apprentissage de ce qu'est cette mer, à la connaître, à l'explorer, à la sauver, notamment la mer Méditerranée. Nous sommes le 2e peuple du monde pour la contribution à l'exploration de l'espace. Vous vous rendez compte, peu de gens le savent. Nous savons faire les fusées, nous savons faire les satellites. Eh bien ça aussi, je propose que dans le cadre de la francophonie des peuples, tous ceux qui veulent participer avec nous à cet immense travail, eh bien, ils y viennent. Et la francophonie peut être un espace de créolisation et donc de puissance collective pour tous ceux qui parlent cette langue. Parce que nous serons 700 millions à la parler bientôt en 2050. On ne passe pas à côté de ça. La véritable autorité, la véritable puissance, c'est cette capacité à lier dans un ensemble scientifique, culturel, des gens qui, déjà au point de départ,